Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de One to One. Bonsoir Taous Faroukhi. Bonsoir, merci de l'invitation. Vous êtes ancien diplomate algérienne, diplomate de carrière. Vous avez été pendant longtemps en poste à l'étranger, notamment ambassadrice d'Algérie à Vienne et à Madrid. À Vienne, vous avez occupé aussi les fonctions de président du Conseil des gouverneurs de l'AUA et de la commission préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Vous avez aussi mené la délégation algérienne aux sessions du comité préparatoire des conférences d'examen du TNP de 2005, 2010 et de 2015. Vous avez passé quasiment 10 ans à Vienne en tant qu'ambassadrice d'Algérie en Autriche et à l'AUA et 3 ans d'ambassadrice en Espagne à Madrid. Vous êtes 4 ans à Madrid, donc on peut dire que vous êtes la spécialiste algérienne du désarmement. Le désarmement, il en est question avec la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Comment vous avez réagi au déclenchement de cette guerre? Est-ce que vous dites que l'affaire de désarmement est aussi un prétexte, comme c'était le cas pour l'Irak en 2003? Écoutez, merci de m'avoir invité. Je voudrais dire, avant peut-être de répondre à votre question, que c'est très important que vous ayez accordé un temps, ou du moins un temps qui, j'espère, sera utile, à la question du TNP, du traité de non-prolifération des armes nucléaires, dont la conférence d'examen va se tenir à New York, en fait, du 27 avril au 22 mai 2026. Rendez-vous compte, comme vous l'avez si bien souligné, ce traité est important en ce qu'il touche à la paix et à la sécurité internationale. La guerre d'Irak déclenché en 2003, était basé sur le fait qu'il fallait débarrasser le monde du danger terrible que représentait l'arsenal nucléaire irakien, l'arsenal nucléaire clandestin irakien. C'était ça le prétexte de cette guerre. Et donc vous voyez bien le lien direct que posent les armes nucléaires par rapport au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc c'est très important que l'on mentionne ça. Et cette conférence d'examen à laquelle j'ai fait référence juste à l'instant, eh bien, sera l'occasion de voir quels sont les progrès réalisés et quelles sont les difficultés rencontrées dans l'application des obligations des États membres, des États parties au traité, à l'égard de tous les aspects du TNP, en particulier les 3 piliers interdépendants de ce traité. Pour revenir exactement à ce qu'a dit le Premier ministre israélien, il y a presque une quinzaine d'années, cela prouve que, selon vous, la question de l'armement reste un prétexte aujourd'hui, Taous Faroukhi? Écoutez, je ne suis pas, moi, la seule autorisée à le dire, mais moi, je me base sur des faits. L'agence n'a jamais conclu à ce que l'Iran était proche d'avoir la bombe, ni même les experts internationaux, dont la probité est reconnue, qui n'ont jamais déclaré qu'une telle bombe allait être exhibée très prochainement par l'Iran. Donc, après 15 ans de l'alarme, de la sonnette d'alarme qui avait été tirée par le Premier ministre israélien et qui continue aujourd'hui, parce que le prétexte initial, c'était précisément de détruire les installations nucléaires civiles iraniennes. Donc il y a eu des attaques unilatérales et répétées de la part d'Israël, appuyées par les États-Unis, de effectivement anéantir le programme nucléaire iranien. Alors que le discours officiel, il faut le rappeler, de la République islamique a toujours été un discours anti-bombe atomique, anti-bombe nucléaire. Écoutez, souvenons-nous que quand même, le leader suprême Khamenei, qui a été éliminé d'ailleurs, eh bien, avait, si vous voulez, émis une fatwa qui a de l'importance, en tout cas pour les gens qui y croient, de ce que l'Iran ne jamais ne s'aventurer à fabriquer la bombe nucléaire. Il a toujours défendu un programme nucléaire à usage
pacifique, C'était exclusivement. Et c'était une position différente de l'Iran avant la révolution islamique. Parce que beaucoup d'experts disent que cette volonté peut-être d'acquérir la bombe, en fait, elle a commencé surtout pendant le pouvoir du Shah d'Iran. Écoutez, moi je ne pourrais pas être aussi catégorique par rapport à ce sujet. Mais ce que l'on sait aujourd'hui et ce dont il ressort des vérifications rigoureuses et strictes menées par l'AIEA, qui a autorité en la matière, il faut quand même le rappeler, eh bien, si vous voulez, la militarisation du programme nucléaire iranien n'a jamais été démontrée, jusqu'à date. Donc le prétexte, ce n'est pas tellement, en fait, la non-prolifération nucléaire supposée de l'Iran, mais plutôt il s'agit plutôt d'asseoir des ambitions hégémoniques israéliennes au niveau de la région et de priver l'Iran des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine du nucléaire. Je crois que c'est ça. Et ça vient de la part d'un État, donc Israël, qui officiellement, Taos Farouchi, n'a jamais reconnu à ce jour être une puissance nucléaire. Et l'Iran n'a jamais signé le traité du TNP. Écoutez, c'est vrai que tout cela a toujours été dénoncé. Mais je me souviens que lors une réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, eh bien, ça a été rapporté d'ailleurs officiellement, ça a été même, si vous voulez, mentionné dans différentes interventions officielles des États membres de l'AIEA, de ce que le Premier ministre israélien de l'époque avait reconnu que son pays possédait l'arme nucléaire. Donc ce n'était plus un secret, c'est Israël lui-même qui a avoué être détenteur de l'arme nucléaire. Cependant, ses capacités militaires nucléaires restent en dehors de toute vérification de la part de l'agence. Et pourquoi, à l'époque, même vous étiez, c'est-à-dire membre de ces comités préparatoires, vous travailliez, vous représentiez l'Algérie à l'AIEA pendant presque une dizaine d'années. Pourquoi est-ce que les États membres de l'AIEA et pourquoi l'AIEA elle-même n'a pas exigé qu'Israël aussi fasse partie de ces programmes de dénucléarisation à partir du moment où le pays a reconnu être une puissance nucléaire? Non, écoutez, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Aussi bien à la conférence générale que durant des sessions du Conseil des gouverneurs, vous ne pouvez pas vous imaginer comment la question du Moyen-Orient cristallisait vraiment la frustration des États membres de voir qu'un seul État dans la région était en dehors du champ d'application du traité de non-prolifération nucléaire. Ça, c'est incontestable. Donc, à ce titre, il y a eu de nombreuses résolutions, d'ailleurs qui sont votées chaque année, pour demander à ce qu'Israël mette toutes ses installations nucléaires sous vérification de l'agence, comme le font les autres pays, se soumettent à cela, et puis surtout accèdent au traité. Évidemment, comme vous le savez, adhérer à un traité relève de la souveraineté des États. On ne peut pas obliger un pays ou un État à adhérer à un traité. Ça, c'est vrai, c'est un droit. Mais ceci étant, lorsque la question de la sécurité de la région est ainsi mise à mal par le déséquilibre, ou du moins les risques et les menaces que font poser le programme nucléaire iranien sur la sécurité régionale au Moyen-Orient, il est incontestable que, le pays en question doit adhérer, tout simplement. Ne serait-ce que comme contribution à l'équilibre de la sécurité régionale. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Vous savez, au-delà de ce que fait l'agence, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a 2 processus qui ont été lancés en parallèle et qui se complètent mutuellement. Il faut quand même le rappeler. Il y a c'est le processus des Nations Unies, lancé sous l'égide des Nations Unies en 1974, ça remonte à loin. Alors, à la suite de quoi, une lettre a été adressée par la Ligue des États arabes au secrétaire général de l'ONU, lui demandant instamment de tout entreprendre pour créer une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Okay? Ça, en 1974. Puis, on a le deuxième processus qui est toujours en cours. Les deux sont en cours, hein. Il
ne faut pas croire qu'ils sont enterrés, bien au contraire. Eh bien, le deuxième processus, c'est celui qui a été lancé sous l'égide de la conférence d'examen du TNP et de son extension indéfinie. C'était en 1995, au cours de laquelle une résolution, d'ailleurs elle s'appelle comme ça, c'est la résolution de 1995 sur le Moyen-Orient, appelant à l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. Donc vous voyez qu'il y a eu des efforts et qui sont constants. C'est-à-dire que chaque année, on revient et la prochaine conférence va aussi se pencher sur cette question-là. Donc, c'est l'un des projets, la création de la zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Vous savez, c'est la plus ancienne, inscrite dans l'agenda des Nations Unies et inscrite dans le processus du TNP plus de 30 ans après son extension indéfinie. Et est-ce que la question iranienne, Taous Farouri, était déjà posée, était déjà problématique pendant ces comités préparatoires de l'AIEA au TNP entre 2005 et 2015 ? Est-ce qu'on parlait déjà de cette probabilité que l'Iran puisse développer une bombe et qu'il y ait des pays européens qui s'opposent à cela ? Écoutez, pour répondre un peu à votre question et rappeler quand même ce que vous aviez dit vous-même au début de notre entretien, ce n'est pas nouveau, vous savez. La région du Moyen-Orient est celle qui a connu le plus grand nombre d'inspections et de vérifications, mais alors très, très intrusives, parce que ça remonte quand même au programme nucléaire de l'Irak. Souvenez-vous, la destruction du réacteur aux Irak, qui a été frappé par Israël. Souvenons-nous aussi de celui détruit en Syrie, toujours par Israël. Donc, les questions des suspicions, et qui va d'ailleurs de pair avec l'assassinat ciblé de scientifiques nucléaires et d'ingénieurs nucléaires au Moyen-Orient, a toujours été de mise. Donc, il ne faut pas qu'on interrompe comme ça et qu'on se focalise juste sur un pays. Ça, c'est pratiquement, je crois qu'il y a comme une ligne comme ça directrice qui vise à inoculer une suspicion sur les programmes nucléaires civils qui sont menés par les pays du Moyen-Orient. Donc en Irak, on n'a pas trouvé d'arsenal nucléaire, que je sache. À ce jour. Eh bien, voilà. Donc en Iran, comme je vous l'ai déjà dit, son programme nucléaire jusqu'à date n'a jamais, en tout cas les inspections menées, elles sont multiples et intrusives et sérieuses. On ne peut pas quand même taxer l'AIEA d'être légère en la matière, bien au contraire, puisqu'elle a une obligation internationale de réellement rapporter qu'un programme nucléaire n'est pas dédié à la fabrication d'armes nucléaires. Donc on ne peut pas quand même taxer ça de légèreté. Et aucun, jusqu'à date, n'a conclu à ce que l'un de ces pays que je viens de mentionner soit carrément focalisé sur la fabrication de la bombe. Et les États-Unis aussi, Taous Farouri, ont une responsabilité dans l'arsenal nucléaire iranien. Enfin, l'arsenal nucléaire iranien, on ne peut pas parler d'arsenal, parce qu'il n'y a pas d'armes. Mais en termes de réacteurs. Non, vous savez, en fait, vous savez que l'agence de l'énergie atomique qui a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, suite à la catastrophe d'Hiroshima et de Nagasaki, parce qu'il y a eu quand même une expérience grandeur nature qui a été menée au Japon pour la punir de ce qu'elle avait fait à Pearl Harbor et de son implication avec les nazis. Et qui a fait des dizaines de milliers de morts. Voilà, bon. Et donc qui ont vraiment rasé ces deux villes, donc qui ont été reconstruites depuis, où j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'y aller. Mais les États-Unis, qui avaient donc créé l'agence, l'avaient créée sous le logo « Les atomes pour la paix »,« Atom for Peace ». Vous vous rendez compte de la reconversion ? C'est-à-dire que la catastrophe les a quand même menés à réaliser qu'il fallait, n'est-ce pas, voir le potentiel que pouvait offrir l'atome pour le développement et la prospérité de l'humanité, et non pas pour créer des bombes. Donc eux-mêmes étaient les premiers à offrir ça au monde entier. Et dans ce cadre, ils ont offert le réacteur de Téhéran, il a été offert par les États-Unis. Donc si vous voulez, voilà. Mais c'était offert dans cette perspective et dans ce contexte. Voilà. L'Algérie aussi a
a souffert de l'expérience nucléaire Taous Farori, parce que notre pays, peut-être que peu de gens le savent, notre pays a connu une explosion nucléaire. C'était le 13 février 1960 et c'était la première bombe atomique française. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une demande de reconnaissance. Oui, absolument. Non, mais là, vous savez, il y a de nombreux pays, dont notre pays, hélas, qui ont connu ces terribles catastrophes, absolument, et qui, d'ailleurs, sont dénoncées. Elles sont dénoncées systématiquement à l'occasion des conférences d'examen du TNP. Vous savez qu'il y a, par exemple, au Japon, je voudrais juste rappeler, ce n'est pas pour minimiser ce qui s'est passé dans notre pays. Bien au contraire, les sites sont contaminés, des gens ont été atteints dans leur santé, la faune et la flore ont été... Non, je parle de l'Algérie, oui. Ont été également endommagés par ces expériences catastrophiques. Ça, c'est des catastrophes, là, il faut le dire, environnementales, humaines, aussi bien pour la faune, pour la flore que pour la santé humaine. C'est incontestable. Et cela doit être réellement pris en considération, c'est-à-dire en termes de comment, n'est-ce pas, redonner vie à tout ce qui a été endommagé par l'atome, en fait. Vous voyez, c'est la dualité de l'atome, malheureusement. Et comme je vous le disais, les conférences d'examen sont aussi l'occasion pour la société civile de manifester contre les dégâts que procurent les armes nucléaires, les dégâts dévastateurs que procurent, parce que vous savez que parallèlement, il y a ce qu'on appelle le processus de l'impact humanitaire ça a été mesuré, et qui a abouti d'ailleurs à l'adoption du traité qui est entré en vigueur en janvier 2022. C'est le traité d'interdiction carrément des armes nucléaires. C'est le processus de l'impact humanitaire des armes. Donc l'impact humanitaire a permis de mesurer, si vous voulez, justement la dangerosité, mais aussi l'impact direct sur la faune, la flore et la santé humaine. En disant, c'est tout simplement catastrophique. Aucun pays ne sera en mesure de faire face à de tels ravages. Vous voyez ? Et donc, au Japon, qui a été le premier à avoir expérimenté des bombes, là aussi sur la population, c'est-à-dire sur des centres urbains. Vous voyez, c'est différent, parce que nous, ça a été dans le désert. Mais quand même, le désert, il faut savoir qu'il est habité. Il est désert, certes, mais il y a des gens qui y vivent. Il y a aussi la faune et la flore qu'il ne faut pas oublier. Il y a tout l'environnement qu'il ne faut pas oublier, n'est-ce pas ? Mais là, au Japon, c'était plus impressionnant, parce que c'était directement et plus dévastateur aussi. Sur des centres urbains. Ouais. Et là, il y a ce qu'on appelle les ibaku. Ils se sont organisés, et il y a une société civile très vivace qui a passé le flambeau aux jeunes, et qui, chaque année, invite. D'ailleurs, ils ont été prix Nobel de la paix, ces ONG-là, qui s'occupent de maintenir vivace la mémoire de ceux qui ont souffert des dégâts du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, qui s'appellent les Hibakusha. Ils sont maintenant très peu restent. Vous savez, la plupart sont décédés parce qu'ils sont vieux, mais de ceux qui restent, ils sont vraiment considérés comme des autorités morales incontestables pour mener la lutte contre les armes nucléaires. Oui. Et puisque vous avez travaillé pendant des années à l'AIEA, Taous Farori, comment est-ce que vous jugez aujourd'hui l'action de l'AIEA et de son directeur général qui parfois peut être jugé comme ambigu vis-à-vis de cette guerre en Iran ? C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance que l'Iran n'a pas la bombe et ne peut pas l'avoir, mais on sent qu'il y a des pressions occidentales sur le directeur général de l'AIEA. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, j'ai pas travaillé à l'agence, vous savez. Moi, j'étais le représentant de l'Algérie auprès de l'agence, parce que c'est quand même important de le souligner. Ceci étant dit, écoutez, le directeur général, évidemment, subit des pressions. Il n'est pas, je pense, exempt de pression par rapport à ce qu'il fait ou dit sur le programme nucléaire iranien. Des pressions de la part des États-Unis ? Écoutez, probablement de la part des États-Unis ou probablement par d'autres également, pourquoi pas. Et même par les non-alignés aussi, qui vont le voir et lui disent, écoutez, nous, on a besoin de rapports impartiaux, nous défendons un statut impartial de l'agence. Donc il est le reflet, en réalité, de ce que représentent les États membres. Donc il reçoit des pressions aussi bien des acteurs majeurs que de l'immense majorité des États non dotés de l'arme nucléaire, dont fait partie l'Algérie, c'est-à-dire les non-alignés qui sont là-bas et qui s'expriment aussi à ce sujet. Alors, les non-alignés, évidemment, défendent l'impartialité du statut de l'agence et du directeur général dans ses rapports concernant divers aspects de
vérification en matière de non-prolifération. Ceci étant dit, des pressions existent. Vous voyez ? En tout cas, je reviens encore au programme, ce n'est pas pour défendre, je n'ai pas d'ailleurs ni le droit, ni l'obligation, ni un mandat, ni quoi que ce soit de ce genre, disant que je vais défendre l'Iran ou quoi que ce soit. Je crois que l'agence fait son travail. Maintenant, ce qui reste, en tout cas de ce que je sais, il reste un certain nombre d'aspects par rapport à ce qu'on appelle le past nucléaire programme, c'est-à-dire dans le passé, parce qu'il remonte, vous savez, toute la source, il remonte jusqu'aux origines du programme. Il semblerait qu'en remontant, il y ait un certain nombre d'aspects qui méritent encore des éclaircissements. Mais en aucun cas sur le programme nucléaire actuel. Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'on a l'impression que le discours du directeur général de l'AEA était très différent d'avant la guerre qu'après la guerre. Avant le début de la guerre, il disait qu'il n'y avait pas une urgence, que l'Iran n'allait pas développer rapidement. Et après la guerre, on sent effectivement, comme vous l'avez dit, qu'il y a eu des pressions pour essayer de justifier ce conflit et de justifier la culpabilité iranienne. Écoutez, est-ce que vous l'avez ressenti de cette manière ? Écoutez, moi je sais que pour mettre fin à ce programme, ou du moins aux suspicions que continue de susciter le programme nucléaire iranien, il aurait fallu qu'on ait un rapport de l'agence disant qu'elle conclut définitivement, vous voyez, au caractère pacifique du programme. Sans enlever ce caractère pacifique, parce qu'elle ne l'a jamais enlevé, l'agence. Oui. Elle n'a jamais conclu, c'est ce que je disais. Et je m'évertis à le répondre. Donc moi, je me base sur ce que je lis de ce que fait l'agence, donc dans ses rapports, etc., même par rapport aux décisions qui sont prises par le Conseil des gouverneurs, parce que vous savez il y a 4 sessions avant la conférence générale. Donc, parmi tout ce processus, si vous voulez, du travail que poursuit l'agence en matière de vérification, il n'y a rien qui atteste de ce que le programme a une dimension militaire, si vous voulez, catégorique. Il n'y a rien de cela. Moi, je ne peux pas le dire à la place de l'agence. L'agence elle-même ne le dit pas. Et est-ce que vous croyez le président américain lorsqu'il dit que les États-Unis ont détruit la totalité des ambitions et du programme nucléaire iranien et que l'Iran ne pourra pas le développer pendant plusieurs dizaines d'années ? Est-ce qu'on peut le croire ? Bon, écoutez, là, ça n'engage que le président américain parce que lui seul peut voir ce que ces bombardiers ont fait en Iran. Bon, moi, je ne peux pas le dire à sa place, ça ne l'engage que lui. Ceci étant dit, mais quand même, on aura beau détruire des infrastructures physiques, mais rien ne détruira le savoir et la connaissance. C'est ça. Donc l'Iran, je crois qu'elle a le savoir et la connaissance pour reprendre son programme. Et ça, ni les bombes, ni les aventures guerrières, ni les attaques unilatérales ne peuvent l'effacer. Donc, malgré le ciblage, si vous voulez, d'ingénieurs scientifiques, de scientifiques nucléaires qui ont été réalisés ces derniers temps en Iran. Est-ce que l'AEA est en mesure de dénoncer ce genre d'élimination, de ciblage de scientifiques qui sort complètement du droit international ? Écoutez, il y a eu des résolutions prises à cet effet, notamment, il y a des résolutions, il y en a eu 2, qui ont été adoptées d'ailleurs par l'AEA au niveau du Conseil des gouverneurs, mais aussi de la conférence générale, concernant d'abord la protection des installations civiles, qu'elles soient en construction ou en opération, c'est-à-dire qu'on interdit l'attaque militaire contre toute facilité, contre toute installation nucléaire, vous voyez, civile, mais aussi pour la protection des scientifiques travaillant dans ce domaine, évidemment. Mais celui qui est très actif dans ce domaine, dans la protection des scientifiques, c'est surtout l'UNESCO, qui a adopté aussi une résolution dans ce sens. Parce qu'elle s'occupe aussi de la science et de la culture. Exactement. Taous Farrokhri, vous avez été aussi ambassadrice d'Algérie à Madrid, oui, entre 2016 et 2019. Exact. Vous connaissez bien l'Espagne. Et avant de parler de la question du Sahara occidental, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a effectué une visite à Alger la semaine dernière. C'est sa première visite en Algérie depuis son entrée en fonction à la tête de la diplomatie espagnole, et après une brouille de près de 2 ans et une réconciliation par la suite.
étant experte des relations algéro-espagnoles, comment vous observez cette réconciliation entre Alger et Madrid? Écoutez, moi je dirais, je pense que la visite d'abord, il faut le dire, c'est un signal fort d'une volonté partagée entre les deux pays de donner un élan et une impulsion nouvelle aux relations algéro-espagnoles à l'heure des recompositions en cours que l'on voit, des recompositions géopolitiques. Donc c'est important. Cette impulsion, évidemment, ne naît pas comme ça du néant. Hein. Vous savez, les deux pays partagent une ancienne histoire, n'est-ce pas? Une proximité géographique qu'on ne peut pas non plus dénier, qui est là, qui fait que les deux pays sont en fait, et veillent, je pense, malgré toutes les vicissitudes que peuvent traverser ces relations, font deux acteurs actifs, n'est-ce pas, pour faire de l'espace méditerranéen un espace de paix et de prospérité partagée. Il y a un potentiel énorme qui reste encore à exploiter et à mettre au bénéfice des deux pays et de leurs deux peuples. Qu'il s'agisse, des anciens domaines, je veux dire des domaines traditionnels, tels que, je ne parle pas de la santé, l'agriculture, mais notamment l'énergie, où notre pays occupe une place prépondérante en étant le premier fournisseur de l'Espagne en matière de gaz, mais aussi dans des domaines tels que les technologies nouvelles et l'environnement. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, en raison de l'histoire et de la géographie très proche qui nous unit, condamnés à coopérer et à trouver de nouvelles voies mutuellement bénéfiques, évidemment. Voilà. Est-ce que vous jugez que l'Espagne s'est trompée en 2022 avec cette lettre envoyée par le Premier ministre Sanchez au roi du Maroc pour dire que la question de l'autonomie était une option privilégiée pour l'Espagne? Est-ce que l'Espagne a commis ce jour-là une erreur historique vu le passé de ce pays et son soutien continu à la question sahraoui? Oui. Évidemment, l'Espagne occupe là aussi une place de choix par rapport à la question du Sahara occidental, étant donné qu'elle a été le colonisateur de ce territoire qui, aux yeux de l'ONU, continue encore aujourd'hui de figurer dans la liste des territoires non autonomes, c'est-à-dire qui ont besoin de s'autodéterminer par rapport à leur avenir, d'être rattachés ou d'être indépendants. C'est ça que dit la loi internationale. L'Espagne a longtemps été de cet avis-là. Bon, que s'est-il passé? Doit-on dire que l'Espagne s'est trompée? Doit-on dire que... Je crois que depuis, l'Espagne a réaffirmé, moi j'ai suivi avec attention les déclarations du Premier ministre devant l'Assemblée générale. Je crois qu'il a réaffirmé le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Il l'a réaffirmé. Donc, s'est-il trompé? Y a-t-il eu un pic de tension au niveau des relations hispano-marocaines? Peut-être bien. Mais par rapport à ce qui engage aussi l'Espagne devant le concert des nations, puisqu'il a déclaré au niveau de l'Assemblée générale la réaffirmation du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a bel et bien été proclamée par le Premier ministre espagnol. Et est-ce que l'Algérie a eu raison de rompre avec l'Espagne en 2022 pendant 2 ans? Écoutez, alors, vous savez, entre deux pays voisins, lorsqu'on arrive à des pics, ça existe, hein, c'est comme dans une famille. Je crois que les pics de tension n'arrivent que lorsque les relations sont très intenses. Elles n'arrivent pas lorsque les relations sont comme ça, tièdes, assez distantes. C'est pas le cas entre l'Algérie et l'Espagne. C'est des voisins très proches. Comme je vous l'ai dit, il y a une histoire quand même, je dirais, centenaire entre les deux pays. On a connu pas mal de choses, entre bien et pas bien, pour les uns et pour les autres. À votre époque, est-ce qu'il y avait crises? Est-ce qu'il y a eu crise entre 2016 et 2019 que vous aviez eu à gérer entre l'Algérie et l'Espagne? Ou c'était plutôt la lune de miel? Je crois que c'était plutôt la lune de miel. Hein. Franchement, les accords fonctionnaient très bien. Et donc, les choses reprennent leur cours. C'est un peu ça. Hein. Voilà. C'est une grande famille. Peut-être que j'exagère en disant grande famille, mais je crois que c'est un voisinage très proche. On ne peut pas rompre comme ça, vous savez, une proximité, vous ne pouvez pas. La force des choses font que les choses doivent revenir
à leur cours, je dirais, normal. Bien qu'on soit aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, dans une recomposition géopolitique où justement, je crois que l'action conjuguée de nos deux pays pour maintenir l'espace euro-méditerranéen dans la paix et la prospérité partagée est plus que jamais nécessaire. Et puisque vous connaissez bien ce pays, est-ce que vous considérez que l'Espagne aujourd'hui a sauvé l'honneur de l'Europe concernant la position internationale sur Gaza et sur la Palestine? Incontestablement. Incontestablement. Sincèrement, j'ai trouvé que la position du Premier ministre espagnol était un peu celle de Angela Merkel lorsque, vous vous souvenez de la crise migratoire de la Syrie, lorsqu'elle avait ouvert les portes grandes à l'accueil de ces gens qui fuyaient la guerre. Et là, lui avait vraiment, il y a dans ses propos une autorité morale incontestable qui vraiment honore non seulement l'Espagne, mais je crois qu'elle va au-delà de l'Espagne. Ça a été ressenti par la plupart des pays arabes comme étant vraiment, vraiment celle d'un pays digne de l'histoire, de la longue histoire qu'il a partagée avec les pays arabes et la civilisation arabe. Et cela nous amène, Taous Farroukhi, à la question du Sahara occidental, avec une reprise des négociations le mois dernier. D'ailleurs, à l'ambassade des États-Unis à Madrid, que vous connaissez bien, je pense. Oui, j'y étais. Alors, donc, vous avez été à ce lieu où ont eu lieu ces négociations entre... J'y étais quand j'étais ambassadeur, attention, oui, je pas sais, durant les négociations. Pas pendant les négociations, ça on l'a compris. Voilà. Donc, il y a eu des négociations entre d'un côté le Maroc et le Polisario, en présence de l'Algérie et de la Mauritanie. Déjà, c'est une première que le Polisario soit reconnu comme partenaire, alors que les Marocains avaient toujours voulu l'exclure de toute forme de négociation. On a parlé d'un autre round la semaine dernière. Il y aura un autre round au mois de mai, cette fois-ci à Washington. Est-ce que vous pensez que la question du Sahara occidental est en voie de règlement et en faveur de qui ? Écoutez, il faut espérer qu'il y ait un règlement, évidemment, qui satisfasse surtout un pays qui souffre quand même depuis 1975. Donc, c'est là notre vœu. L'Algérie qui a toujours été éprise de paix, qui a souffert, elle aussi, d'une colonisation, d'une occupation, sait de quoi elle parle. Donc, elle ne s'est pas engagée dans cette affaire comme étant juste pour plaire ou pour satisfaire des dictats ou des injonctions de l'ordre international. Pas du tout. Elle le fait parce qu'elle a connu dans sa chair, elle aussi, les affres de l'occupation et de la colonisation. Mais est-ce que ça vous inquiète ? Alors, maintenant, vous me dites que c'est la première fois, etc. Moi, je voudrais juste rappeler quand même que le secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, a bien reconnu, a dit ceci, je le cite, l'ONU continuera de traiter avec le Front Polisario comme nous le faisons avec le gouvernement du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et d'autres parties régionales impliquées. Oui, ça c'était le 18 mars. Voilà. En effet. Donc voilà, c'est un acteur incontournable. Mais vous qui connaissez bien le dossier, Voilà. Taous Farroukhi, vous savez bien que la donne a changé. Ça ne vous inquiète pas que ces négociations se fassent sur la base du plan marocain d'autonomie, comme l'a dit la résolution du Conseil de sécurité du 31 octobre, et comme le disent les négociations aujourd'hui. Ça veut dire que toutes les parties, c'est-à-dire Maroc et Polisario, doivent négocier sur cette base, la base de l'autonomie, mais on sent que le Polisario continue à faire de la résistance et à rejeter cette option, même si c'est la base imposée par les États-Unis et par le conseiller Messaad Boulos. Oui, très bien, mais écoutez, qui dit négociation dit en fait, là aussi, un va-et-vient entre les acteurs concernés. Donc, si maintenant on considère que c'est le plan marocain, pourquoi voulez-vous appeler les autres ? Si le plan marocain est entériné, on va dire, ça y est, il est entériné, c'est fini. Mais puisqu'on parle de round de négociation, cela veut dire, à mon avis, tel que je connais en tout cas la pratique diplomatique, veut dire que on entend aussi ce que les autres parties concernées ont à dire par rapport aux négociations engagées. Donc il faut espérer, évidemment, que le Front Polisario, qui est considéré comme un acteur, puisqu'il est invité en tant que partie prenante des négociations, fasse valoir sa voix. Voilà.
C'est ça les négociations, et c'est ça la pratique diplomatique. Et qu'est-ce qu'on peut attendre selon vous de ces négociations, vous qui connaissez un peu les rouages des pourparlers et de la question sahraoui? Écoutez, moi je ne sais pas, je ne peux pas dire que je sois vraiment au fait de ce qui se passe dans les négociations. Loin de moi cette prétention, parce que franchement, je suis cela à travers la presse, ce qui sort un peu de la presse, etc. Donc je ne peux pas dire que je suis partie prenante et je sais de quoi il retourne. Mais je vous parle tout simplement de la pratique diplomatique qui engage toutes les parties concernées à faire entendre leur vue et leur voix. Si on a invité le Polisario, je ne crois pas qu'on l'ait invité pour faire tapisserie. Je ne crois pas. Donc j'espère que ces négociations qui seront menées de bonne foi puissent réellement donner satisfaction à ce peuple qui a tant souffert. Et que nous accueillons d'ailleurs, dont une partie est accueillie sur notre territoire depuis 1975. Voilà. Le 13 avril, il y aura une visite historique en Algérie du pape Léon XIV. C'est la première fois qu'un pape effectue une visite en Algérie. La dimension de dialogue interreligion est vraiment mise en valeur. Quelle lecture vous faites, Taous Faroukhi, de cette visite historique que doit effectuer le pape qui va entamer par l'Algérie une tournée africaine qui le mènera au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale? Écoutez, en ces temps difficiles, où l'usage unilatéral de la force est utilisé comme levier pour déclencher des guerres, des conflits, des attaques, etc., je crois que la visite du pape revêt à la fois une portée symbolique, mais aussi, est porteuse quand même de paroles d'apaisement et d'espoir. Parce que le pape, quoi qu'on en dise, représente aussi, ou du moins recèle, une autorité morale incontestée par rapport à la souffrance des êtres humains partout dans le monde. Donc il est soucieux de préserver une humanité apaisée. Et de ce point de vue-là, je pense que ça met quand même un peu de baume au cœur. Je suis sûre qu'il va certainement appeler, qu'il va certainement rappeler, y compris les conflits oubliés de l'Afrique, oubliés par cette actualité qui domine aujourd'hui et qui se concentre, hélas, sur le Moyen-Orient. Parce que là aussi, où des atrocités sont commises, y compris à Gaza, qu'on a vite oublié par rapport à ce qui se passe en Iran. Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, c'est une moi, je crois qu'elle est très bienvenue, cette visite, dans ce contexte-là. On en a besoin. Qui aujourd'hui peut parler d'apaisement? Qui aujourd'hui peut parler de paix? Qui aujourd'hui peut parler de dialogue entre les civilisations, etc. Je suis certaine qu'il va certainement aborder la le dialogue. Saint-Augustin. Oui. Étant lui-même Augustin, et Voilà. il a déjà effectué des visites à Annaba lorsqu'il était évêque. Donc je pense que là aussi, c'est l'Algérie qui a vu la naissance de cette auguste personne, enfin en tout cas qui est une figure majeure dans la chrétienté, va certainement aussi contribuer, c'est une contribution en fait, au dialogue des civilisations, pour aussi une compréhension et un respect mutuel entre les communautés des croyants, entre toutes les religions, révélées ou non d'ailleurs, entre tous les croyants tout simplement. On a besoin de ça dans ces temps où il n'y a que violence, où on n'entend que la force des armes, la force de ceux qui imposent. On n'a plus, si vous voulez, cette atmosphère de convivialité, de coexistence, parce qu'on va revenir finalement à la coexistence, qui est quand même, qui permet un vivre ensemble plus apaisé. On a besoin d'apaisement, franchement. On a besoin d'apaisement. Ma dernière question, elle vous concerne un peu plus vous, Taous Faroukhi. L'Amérique latine. Oui, vous voulez dire un mot sur l'Amérique latine, parce que c'est important avec ce blocus qui se renforce contre Cuba, imposé par les États-Unis, la situation qui s'aggrave à Cuba, Taous Faroukhi, parce que le Venezuela est sous emprise américaine, et le pays recevait toute son énergie du Venezuela. Cuba qui est confronté aujourd'hui à une grosse crise économique, à des coupures d'électricité quotidiennes, et à une menace aussi d'intervention américaine à tout moment. Là, on est loin de l'apaisement.
Vous avez tout à fait raison. Et ça fait, franchement, voilà. Donc la visite du pape, en ce sens, est symbolique et importante. Voilà. C'est vrai qu'en Amérique latine, on assiste aussi à l'imposition de l'hégémonie américaine par la force. Parce qu'on l'a vu avec Maduro, qui a été enlevé suite à une opération militaire. Non seulement lui, mais accompagné de son épouse. On assiste à l'étouffement de Cuba, avec le durcissement, pas seulement la continuation de l'embargo instauré depuis 1962, mais un durcissement de l'embargo contre Cuba. Il y a des menaces sur la Colombie aussi. Voilà, donc si vous voulez, la situation n'est guère reluisante. En plus, elle se fait dans un contexte où il y a une montée de la droite et de l'extrême droite en Amérique latine. Cela peut-être a été favorisé par l'épuisement de la gauche en Amérique latine, également qui n'a pas été en mesure, si vous voulez, de répondre à tous les défis socio-économiques, mais aussi et surtout à la violence du narcotrafic qui a vraiment affaibli les institutions et qui a aussi contribué à rendre beaucoup plus vulnérables les liens familiaux et les liens sociétaux. Ça, c'est des défis majeurs. Alors, au début, beaucoup pensaient que le programme sur lequel avait été élu le président Trump de vraiment mettre les bouchées doubles par rapport à la lutte contre le narcotrafic et contre la migration illégale allait peut-être aider, d'ailleurs, d'une certaine manière, l'Amérique latine dans ses efforts de lutter contre ces fléaux, qui ont des implications à l'échelle non seulement régionale, mais internationale. Vous avez vu le narcotrafic qui est aussi valable et qui arrive jusqu'à chez nous. Bon. Mais malheureusement, ça s'est plutôt traduit par une volonté exacerbée d'imposer l'hégémonie américaine en essayant d'évincer la Chine. Vous avez vu ce qui s'est passé au Panama. Et puis, avec la prise de Maduro et de son épouse, et du durcissement sérieux de l'étouffement de l'économie cubaine. Donc, tous ces facteurs-là ne sont guère vraiment encourageants, incontestablement. Donc, vous avez vu, j'ai suivi par exemple le vote, vous savez, à l'Assemblée générale, d'une résolution qui est votée chaque année, depuis maintenant 33 ans, qui plaide pour la levée de l'embargo économique, financier, commercial imposé à Cuba par les États-Unis. Eh bien, cette résolution, qui a toujours été adoptée pratiquement à l'unanimité, je dis bien pratiquement, avec seulement 2 oppositions, et bien sûr États-Unis-Israël, et la dernière fois c'était la Macédoine du Nord qui s'était abstenue. Mais cette année, vous savez qu'il y a eu seulement 165 voix pour, d'accord, 7 voix contre, 7 voix. Alors, il y a États-Unis, je me permets, États-Unis, Israël, Argentine, Hongrie, Paraguay, Macédoine du Nord et Ukraine. Ukraine, parce qu'elle C'est le jeu des alliances. Non, Ukraine, elle a invoqué le fait que pas mal de Cubains allaient combattre et aider la Russie dans sa guerre en Ukraine. Donc elle dit, voilà. Et il y a eu 12 abstentions. Jamais ça ne s'est fait. Jamais. Alors, je vous le cite quand même. Pologne, Roumanie, Bosnie, Costa Rica, Équateur, Estonie, Maroc, Albanie, Lituanie, Moldavie, République de Moldavie, République tchèque, Lettonie et Micronésie. 12 abstentions. Donc il faudrait s'attendre à ce que même cette résolution, qui a pratiquement fait l'unanimité, va connaître là aussi une érosion quant à son appui, avec l'avènement de la droite et de l'extrême droite. Dans l'intervalle, en plus de ce que subit Cuba, sous la pression des États-Unis, malheureusement, on assiste aussi à une dénonciation des accords signés avec Cuba, en vertu de laquelle pas mal de médecins cubains exerçaient dans les pays de la région. Donc maintenant, il y a un départ massif de médecins cubains chassés d'exercer en tout cas leur profession dans ces pays-là. Donc vous voyez, on assiste à un resserrement. Peut-être que ça serait bien de faire une émission sur ce qui se passe sur les évolutions en Amérique latine, parce que ça vaut le coup. Ça a des implications sur le reste du monde.
mais c'est une évolution assez qui mérite d'être suivie. Taous Farouchi, ma dernière question, elle vous concerne un peu plus vous. Vous avez quitté la diplomatie en 2019. Vous étiez ambassadeur d'Algérie à Madrid c'était mon dernier pendant le Hirak aussi. Oui. Et vous êtes entré dans la diplomatie il y a 46 ans, dans un pays très lointain qui est le Canada. Oui. Est-ce que la diplomatie vous manque aujourd'hui? Écoutez, on a une déformation professionnelle, c'est certain. Moi, je suis diplomate de carrière. Donc, sincèrement, j'ai été très honorée, et réellement, très honorée de représenter mon pays dans tant de forats pour défendre ce qui nous semble à nous, Algériens, des causes justes, et des causes qui ont été toujours orientées en faveur de la coopération, en faveur de l'entendement mutuel, en faveur de progrès aussi à partager, en faveur d'une communauté d'intérêts, vraiment, entre les peuples et entre les États. Donc moi j'ai été vraiment, je sais gré à la diplomatie algérienne d'avoir fait de moi la première femme ambassadeur quand même qui ait été nommée à Vienne, puis à Madrid. Je suis la première femme ambassadeur, ça c'est quand même, je pense, important de le souligner pour un pays comme l'Algérie qui prouve ainsi qu'elle a une diplomatie, je dirais, qui maintenant compte également en son sein des femmes, ce qui est un progrès immense. Et à ce sujet, est-ce que vous considérez qu'il y a toujours peu de femmes ambassadeurs d'Algérie, Taous Farouchi? Incontestablement. Quelles sont les raisons aujourd'hui? Pourquoi vous avez des pays européens qui nomment de plus en plus de femmes, au nom de la parité aussi? Pourquoi est-ce qu'il y a encore très peu de femmes ambassadeurs d'Algérie? Écoutez, je crois que la question de la parité est inscrite dans nos lois, dans la plupart des lois, etc. Il y a une volonté de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus, mais il y a des obstacles à cela. Parce que là, il faudra peut-être une émission pour expliquer tous ces obstacles. Mais je dirais tout simplement que j'encourage vivement les autorités à faire en sorte qu'on atteigne au moins la parité. On donnerait l'exemple. Parce que je me rappelle que lorsqu'on avait été, franchement, lorsque l'Algérie avait décidé de nommer des femmes ambassadeurs, cela a été salué partout. On recevait des messages de félicitations, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je sais qu'on a fait beaucoup d'efforts en matière de progrès socio-économique, comme le démontre d'ailleurs le rapport des Nations Unies sur le développement humain. Incontestablement, on occupe une place honorable. Donc ça veut dire qu'on a un investissement énorme en matière d'éducation, de santé, etc., pour faire en sorte que les femmes aussi soient à la hauteur et dépassent un peu ces plafonds de verre. Mais il reste quand même des obstacles. Il reste des obstacles, incontestablement. Et ça serait bien qu'on fasse un effort supplémentaire pour atteindre cette parité. Merci beaucoup, Taous Farouchi, d'avoir été l'invité de One to One. Je rappelle que vous êtes ancienne diplomate, ancienne ambassadrice d'Algérie à Vienne et à Madrid. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci.